Dr. Smita, je vais vous demander en fait de vous présenter et en fait de vous positionner et de répondre à la question. Merci. D'abord, merci beaucoup, Claire. Donc, je suis vraiment très reconnaissante pour l'organisation de cette conversation parce que c'est un sujet qui est très important à un moment où nous en avons besoin. Donc, merci d'avoir fait cela. D'abord, je voudrais d'abord reconnaître le territoire sur lequel nous nous situons. Donc, nous faisons partie d'un territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin et merci au peuple autochtone parce que nous avons beaucoup de partenariats avec eux au centre Bridge Engagement. Donc, je veux vraiment attirer en fait votre attention sur le mot partenariat et sur l'engagement. Et donc, parce que c'est ce que nous essayons de faire. Donc, au centre Bridge Engagement, nous essayons de travailler ensemble et de réduire le déséquilibre de pouvoir afin de co-créer cette connaissance ensemble avec les gens qui vivent dans ces situations. Et donc, quand je parle des gens qui ont du vécu, je pense que des gens qui sont itinérants ou alors qui vivent de la précarité de l'emploi ou alors ce sont des communautés racialisées à faible income ou les populations autochtones, ces populations cibles pour nous, en fait, nous voulons faire un partenariat avec eux en travaillant avec des chercheurs de la même population qui a une formation qui ont reçu une formation sur les projets et sur les protocoles. Et nous allons avec eux concevoir des questions de recherche et en fait, nous allons faire avec ces partenariats concevoir ces questions de recherche parce que eux, ce qu'ils savent, moi, je ne peux même pas imaginer savoir que je comprends. Donc, c'est pour ça que nous incorporons le vécu de la personne et eux, ils mettent en fait en œuvre le projet et donc ils recueillent les données et ils s'occupent de la collecte des données et ils sont co-auteurs et ils sont même, en fait, ils permettent aussi d'appliquer, ils appliquent avec nous, en fait, pour la demande de bourse. Donc, ils sont impliqués du début jusqu'à la fin du processus. C'est ce que nous essayons de vivre au Bridge afin de co-créer cette connaissance. Et donc, ce genre de partenariat, à mon avis, consiste à enlever les obstacles et en fait de réduire ce déséquilibre du pouvoir. Pour nous, cela se trouve au cœur d'une démarche qui ferait de l'équité notre nouvelle réalité. Et donc, quand je veux dire que l'équité devrait être notre réalité, c'est que quand nous parlons de reprise, donc quels que soient les programmes, que ce soit l'éducation des enfants, le divertissement, l'économie, je pense que l'équité devrait être notre nouvelle réalité en créant ce nouveau partenariat. Donc, je vais m'arrêter là, mais j'espère que nous allons pouvoir poursuivre cette discussion sur les deux fronts, mais c'est une mission d'incarner au Bridge. Merci beaucoup, Dr. Pakale, c'est vraiment des bons mots d'introduction. Et donc, j'aime vraiment cette expression que l'équité deviendrait notre nouvelle réalité. Je pense que c'est une bonne manière d'établir en fait le ton de la conversation pour aujourd'hui, mais aussi pour ce que nous voulons entreprendre dans l'avenir. Donc, Kate, je te passe la parole. Donc, je vais te laisser te présenter, bien sûr, mais donc, comment est-ce que tu as intégré les voix de la communauté? Je sais qu'une certaine manière, tu es la voix de la communauté en raison des postes que tu occupes, mais d'après toi, pourquoi l'engagement communautaire et le partenariat avec la communauté est important vraiment? Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Smita et bonne nuit pour votre présence ici à mes côtés. Donc moi, je vous contacte en fait de la communauté de Toronto où j'habite. C'est le territoire traditionnel des Haudenosaunee, Wendat, Anishinaabe et de la Première Nation Credit. Il y a beaucoup de membres de populations inuit et métis qui se trouvent à travers tout le territoire qui sont retrouvés à Toronto. Donc, c'est sûr, comme Claire l'a mentionné, j'ai beaucoup de postes que j'occupe. Donc, mais je voudrais vraiment vous parler de mon rôle en tant que mon membre public, en fait, du Conseil de santé de la Ville de Toronto. Donc, les conseils de la santé ont vraiment des structures différentes dans plusieurs communautés et il y a plusieurs relations avec plusieurs municipalités, mais à Toronto, et donc cela s'intègre en fait dans la structure de la ville. Et il y a 6 membres du conseil qui sont des fonctionnaires et 6 qui sont des membres publics et qui viennent en fait du monde de l'éducation. Et en fait, nous avons
Mais dans les faits, en fait, nous avons 5 membres communautaires et 2, en fait, qui viennent du monde de l'éducation. Et donc, un du Conseil scolaire catholique et un du Conseil théologique. Donc, c'est intéressant. Donc, si, donc, nous nous rendons compte qu'avec tous les membres civils, en fait, nous sommes plus nombreux que les fonctionnaires publics. Et donc, c'est une circonstance un peu exceptionnelle. Et je pense que et donc, jusqu'à la COVID-19, on ne s'est pas rendu compte de l'impact de cette décision. Et donc, maintenant, le Conseil vraiment a été reconnu comme jouant un rôle de leadership important dans la gestion de la pandémie de la COVID-19. Et je pense que c'est vraiment parce que nous avons des membres du public qui sont présents à ce Conseil. Donc, nous ne sommes pas nous faisons pas partie en fait de la gouvernance municipale. Donc, souvent en général, le conseil municipal fait la même chose que le conseil de la santé de la ville, mais nous, pour nous, c'est différent. Donc, pour nous, nous sommes capables d'inscrire à l'ordre du jour des questions qui sont importantes pour la communauté. Et donc, comme moi, pourquoi j'ai ce contact avec les agences communautaires? Parce que je travaille sur l'équité en santé, je travaille sur les déterminants de la société au niveau, en fait, des quartiers ici dans la ville de Toronto et dans tout l'Ontario. Je peux vraiment apporter cette perspective communautaire de mon point de vue personnel en tant que membre du public, mais aussi par rapport à l'expertise que j'ai en agence communautaire. Cela permet à chaque personne d'amener leur expertise de leur communauté elle-même. Et donc, ils ont la confiance, en fait, des communautés. Et donc, c'est vraiment une composante critique dans cette période de la COVID-19 où la recherche où en fait la recherche que la recherche appelle en fait un syncrétisme entre la COVID-19 et en fait des problèmes préexistants sociétaires donc comme le colonialisme, le racisme et la discrimination et donc donc ce qui est vraiment été très utile pour ces communautés qui ont été vraiment affectées de manière disproportionnée, c'était vraiment l'approche communautaire. Donc j'étais vraiment très fière de faire partie de ce conseil de la santé de la ville de Toronto. J'ai dû même me battre pour que le conseil se rencontre parce qu'il n'y a eu aucune rencontre entre janvier et mai de l'année dernière pendant les premiers mois de la pandémie. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment difficile en tant que membre du public et je me sentais obligée à prendre de l'action et de ne pas juste laisser les systèmes d'urgence gérer la situation parce que nous savons que quand nous sommes en situation de stress, nous utilisons les anciens systèmes et ce sont des systèmes qui ne sont pas équitables. Et donc, j'ai été vraiment contente que le Conseil se réunisse à nouveau et nous avons eu vraiment un point du jour très militant. Et donc, je vous remercie en fait le fait que tous les directeurs vont vraiment maintenir ce militantisme parce que en santé publique, nous sommes des leaders en équité de la santé, mais ils ont vraiment été dépassés par rapport à la gestion de la COVID-19. Et donc, pour nous, nous sommes ici en tant que conseil pour continuer à mettre ces questions à l'ordre du jour afin de parler d'intersectionnalité. Et donc, je pourrais vous parler en fait un peu plus des réussites en fait du conseil. Donc, je peux vous parler de la collecte de données sociodémographiques et racialisées. Donc, je vais vous parler du travail par quartier qui n'est pas de manière stigmatisant. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées à cause en fait du leadership de ce conseil en santé. Et finalement, je pense que Claire va en parler. Claire Torman va l'intégrer dans la boîte de conversation et la ville, en fait, a mis en place une initiative, donc un plan d'action d'équité pour la COVID. Donc, ça passe à travers la santé publique et ça va retrouver à travers tout le gouvernement municipal pour mettre en place des politiques de santé publique qui soient équitables et qui n'aient pas un impact négatif disproportionné sur ces communautés à travers tout le corps de gouvernement. Et c'est de juste investir. Donc, je veux vraiment reconnaître tout ce que ces agences de santé publique ont offert et que personne d'autre ne pouvait offrir. Donc, je pense que c'est important. Et je pense que ce sont ces relations clés qui ont vraiment permis de continuer à penser en termes d'équité en termes de politique publique ici à Toronto. Et donc, donc on peut voir que ce que Kate et Smita ont dit, vraiment, ça se rejoignent. En fait, c'est important d'avoir un objectif privé, d'avoir en fait un ordre du jour qui soit commun. Donc, comme Smita l'a dit, si l'équité devient en fait notre nouvelle réalité, c'est intéressant de voir comment le Conseil de santé de la ville de Toronto est en train de faire cela en mettant des policiers qui fait que
qui fait en fait que l'équité va devenir notre nouvelle réalité ou notre réalité actuelle. Donc, merci beaucoup, vraiment, Kate, pour cet exemple. Donc, nous allons te demander de faire plus de commentaires là-dessus. Donc, Bonnie, nous te passons la parole parce que tu es notre troisième compétent. Donc, c'est sûr que tu occupes peut-être un poste euh, identique à celui de Kate d'un point de vue géographique, mais tu occupes une autre place du point de vue du système. Donc, si tu pouvais te présenter et donc, comment tu as pu en fait intégrer les voix de la communauté dans ton travail à l'intérieur de ce travail de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada de l'agence et pourquoi est-ce qu'en fait que l'engagement communautaire et l'intégration de l'équité sont tellement importantes. Donc, merci Claire et merci tout le monde. Donc, d'un point de vue géographique, donc je voudrais d'abord me situer ici et reconnaître aussi que nous sommes sur les territoires traditionnels des Algonquins et Anishinaabe et je suis tellement reconnaissante pour le travail que j'effectue ici et avec les communautés autochtones. Donc comme Claire l'a dit, moi je travaille dans le bureau de la docteure Teresa Tam et donc mon travail c'est vraiment de la soutenir dans le développement d'un rapport qui est basé sur les faits et sur la recherche et de résumer en fait les faits qui ont été découverts en fait pour avoir une approche en fait basée sur la science dans notre bureau. Et donc au niveau fédéral et puisque je suis au sein d'une organisation fédérale, je ne suis pas vraiment ancrée dans une communauté ou dans un quartier. Et donc ça, pour moi, je trouve ça important de le dire parce que c'était une priorité de la docteure Tam d'écouter vraiment et vraiment d'intégrer les voix de la communauté et d'intégrer des voix qui ont fait cette expérience en fait dans le rapport et elle a vraiment fait l'effort conscient à travers son mandat parce que chaque administrateur en chef de la santé publique a un mandat de 5 ans pour vraiment inclure des voix de personnes qui ont du vécu et qui ont fait l'expérience vécue et afin que cela devienne partie des évidences, des preuves qui sont intégrées en fait dans le rapport qui est publié annuellement. Et donc ça a vraiment été tellement important pour Teresa et c'est vraiment été le style de la docteure Tam d'écouter et d'apprendre de la connaissance locale, des capacités locales et des réseaux de leadership locaux et de reconnaître vraiment que c'est ce leadership qui nous permet en fait de travailler ensemble et d'améliorer nos systèmes. Lors d'une réunion précédente, c'est Kate en fait qui avait dit lors d'une présentation que l'équité en santé n'est pas implicite. Et donc, ça nous a vraiment donné un bon fondement solide au travail de la docteure Tam. Et donc, cela fait partie du cœur de son mandat pour vraiment contribuer à l'équité en santé au Canada par le biais de son travail. Et donc, pour nous, cette déclaration que l'équité en matière de santé n'est pas implicite, ça nous a poussé à réfléchir et ça nous a inspiré. Ça nous a appelé à intégrer dans le travail des personnes qui ont l'expérience vécue et aussi la docteure Tam a vraiment l'effort de s'asseoir à plusieurs tables de consultation où elle peut apprendre, écouter et aussi partager son expérience. Donc, Claire, tu as aussi posé la question du pourquoi nous faisons cela. Donc, avec notre mandat en équité en santé, c'est que il n'y a pas vraiment d'autre option. Donc, l'équité, ça veut dire, et ce à quoi nous réfléchissons en termes de la gestion de la COVID-19 plus spécifiquement, la docteure Tam a souvent dit que la COVID-19 a vraiment réveillé la conscience du plus grand public. Et pour moi, c'est vraiment incroyable de voir des personnes ici qui sont présentées dans cet appel. Et je sais que certains d'entre vous ont travaillé depuis très longtemps en équité en matière de la santé, mais pendant la COVID-19, le grand public, la conscience du grand public s'est vraiment réveillée. Et nous avons pris conscience de pourquoi il était important de protéger tout le monde afin de passer au travers de la pandémie. Et donc, nous avons
penser à notre réponse à la COVID-19, comme tu l'as dit, Claire, mais nous avons aussi à penser à nous préparer pour la reprise et pour l'avenir. Et donc, si nous voulons vraiment être prêts pour la prochaine pandémie ou la prochaine urgence médicale qui va se passer, tous ceux qui sont ici dans cet appel, nous sommes conscients que nous avons besoin en fait de mettre en place des changements structurels et c'est vraiment juste grâce à la communauté que nous serons capables d'accomplir cela. Et un de mes collègues m'a dit en fait plus tôt cette semaine qu'il n'y a pas de données sur la santé publique. Il y a juste des données qui sont utilisées par la santé publique. Et donc, à travers nos mesures de gestion de la COVID-19, ça a vraiment été très difficile de ne pas avoir accès aux données que nous avons besoin pour pouvoir, pour trouver, identifier les problèmes existants. Et donc, quand la santé publique de Toronto ou d'Ottawa, en fait, publie des données désagrégées pour que nous puissions savoir ce qui se passe dans les communautés, c'est vraiment le début de ce dont nous avons besoin, de ce que nous avons besoin de savoir. Et c'est vraiment ce que le docteur Tam a utilisé, en fait, dans sa mission pour pouvoir aller d'avant. Et donc, alors que nous nous préparons pour la reprise et pour l'avenir, c'est important de savoir quels sont les différents niveaux structurels de changement et comment nous pouvons travailler ensemble. Quels sont ces indicateurs d'équité en santé qui nous montrent que nous serons prêts socialement et économiquement pour la prochaine pandémie aussi. Donc, et je veux juste conclure en posant une autre question. Donc, un des domaines dont la docteur Tam parle souvent, c'est que quand nous allons de l'avant, c'est notre responsabilité pour nous en santé publique de déconstruire en fait notre manière traditionnelle en fait de gérer des pandémies en fait comme l'influenza, mais il faut aussi penser non pas juste en termes de réponse médicale mais aussi en termes de sociopolitique et sociale. Et donc nous avons vraiment été inspirés par le Conseil de santé de Toronto pour voir comment ils ont créé en fait des indicateurs de santé et d'équité qui nous permettent en fait de prendre en compte toute évolution communautaire.